Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite de la correction de l'activité de physique numéro 11, fascicule qui compte 6 pages et qui a pour première page celle-ci. Nous en étions restés la dernière fois à la question 5 et nous avions trouvé toutes les caractéristiques des vecteurs déplacement instantané P1, P3 réel et P5, P7 réel. À partir des caractéristiques de ces vecteurs déplacement instantané, nous pouvons parfaitement travailler maintenant sur la question 6 qui consiste en la détermination des normes des vecteurs VIP2 réels et VIP6 réels. Vecteur vitesse instantanée, c'est ce que veut dire le petit i au point P2 et au point P6. Pour la question 6, vous vous référez à votre cours et vous savez que la norme d'un vecteur vitesse instantanée au point P2 dans la réalité est égale à la norme du vecteur P1, P3, déplacement instantané réel, divisé par 2 fois delta t. On me demande de trouver non pas le vecteur, mais la norme. Donc je n'oublie pas de signifier que c'est la norme. Je constate que P1, P3 réel a été déterminé directement en mètres, par conséquent il n'y a plus de travail à faire dessus. Pour delta t, c'est une autre histoire, puisque delta t, on nous donne sa valeur exacte, qui vaut 30,0 millisecondes, ce qui nécessite une conversion. 1 milliseconde est égale à 1,00 fois 10 puissance moins 3 secondes. Tableau de conversion pour obtenir le fait que 30 millisecondes égale 30,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Il reste alors à faire une simple application numérique. P1, P3 réel est égal à 0,092 mètres divisé par un delta t qui vaut 30,0 fois 10 puissance moins 3. Je n'oublie surtout pas le facteur 2 qui se trouve ici et que je ne dois pas oublier de mettre au dénominateur pour que le calcul soit correct. 30 fois 2, ça fait 60, ce qui va me permettre de taper quelque chose de plus rapide à la calculatrice. Ça fait 0,092 divisé par 60, 10 moins 3 secondes. Ce qui nous donne une vitesse de 1,5 mètres par seconde pour la norme du vecteur vitesse instantané au point P2. Même raisonnement pour la norme du vecteur vitesse instantané au point P6 et on parle bien d'une norme d'un vecteur réel qui est égale à la norme du vecteur P5, P7 toujours en réel divisé par 2 fois delta t. Je n'ai pas besoin de revenir sur la conversion de delta t, ça a été fait. J'obtiens alors 0,16 mètres, c'est la valeur que nous avions déterminée lors de la précédente séance, divisé par 2 fois 30,0 fois 10 puissance moins 3. Ce qui donne, dans le cas présent, une application numérique 0,16 divisé par 60 10 moins 3, 2,7 mètres par seconde. J'ai ainsi déterminé 2 valeurs particulières des normes de ces vitesses, ce qui me permet d'en déduire une tendance générale de l'évolution de cette caractéristique. Sachant que l'échelle des vitesses est 1 cm pour 0,750 mètres par seconde, tracé méthodiquement VIP2 doc puis VIP6 doc. Alors, pour pouvoir procéder au traitement correct de la question 7, je vais commencer par déterminer VIP2 doc et VIP6 doc en normes. Et j'applique une échelle, mais cette fois-ci, c'est plus une échelle comme précédemment. Échelle qui a été étudiée à la question 5 et qui était une échelle des distances. Donc pour la question 5, si on est très rigoureux, on dit que c'est une échelle des distances. Et aujourd'hui, pour la question 7, on étudie une échelle des vitesses.
Aucune raison que ça soit la même échelle. Une distance, ça se mesure en mètres, en centimètres, en décimètres. Une vitesse, c'est en mètres par seconde, en kilomètres par heure. Par conséquent, aucune connexion possible. L'échelle des vitesses me stipule que 1 cm, ça sera évidemment sur le document, puisque c'est pas en mètres par seconde, c'est donc pas une bonne unité pour les vitesses, correspondra dans la réalité à une vitesse de 0,750 mètres par seconde. Vous avez deux vitesses à analyser. La première, c'est celle de 1,5 mètres par seconde et c'est celle qui correspond à la réalité. Cela vous donnera la norme du vecteur vitesse instantané au point P2, mais cette fois-ci valable sur le document. Et puis, vous pouvez mener le même raisonnement avec les 2,7 mètres par seconde qui vous permettront de trouver la norme du vecteur vitesse instantané du point P6 sur le document à nouveau. Voici pour ces deux normes. On fait 1,5 divisé par 0,750, ça ne doit pas être trop compliqué, ça fait 2 cm. Et de la même façon, 2,7 divisé par 0,750, cela fait 3,6 cm. Je prends l'enregistrement précédent, que j'ai orienté volontairement à 90 degrés. Je constate que sur le point P2, je dois faire un vecteur qui part de ce point, qui doit avoir exactement la même direction que le vecteur instantané P1, P3. Pour m'assurer de pouvoir tracer la parallèle au vecteur P1, P3 passant par le point P2 que je viens de reproduire, je prends une règle, je prends une équerre. Je passe par le vecteur P1, P3, je suis sa direction et je déplace mon équerre le long de la règle. Et j'ai maintenant assuré la bonne direction du vecteur VIP2. Le sens, c'est vers le bas de la chronophotographie. Et je n'ai plus qu'à respecter la norme que l'on vient de calculer ensemble. Si je me reporte à ce que nous venons d'écrire, c'est 2 cm pour l'exemple que j'ai traité. Je fais donc un vecteur qui fait 2 cm. Je n'oublie pas de marquer précisément le point d'application. Toujours l'idée du décalage par rapport au réel point pour pouvoir tracer ça le mieux possible. Et je légende qu'il s'agit du vecteur vitesse instantané au point P2, mais cette fois-ci sur le document. Je ne me suis pas contenté de la norme, j'ai bien tracé le vecteur dans son intégralité. Même travail pour le vecteur P6, enfin pour le point P6. Le point P6 se trouve ici. Je vois bien que si je trace tout aligné, tout va s'embrouiller. Je fais un léger décalage. Je mets le point P6 et je le reporte ici. De la même façon, je mets mon équerre sur le vecteur que nous avons tracé précédemment et qui relie le point P5 au point P7. Je mets ma règle perpendiculairement à mon équerre et je déplace cet équerre jusqu'au point d'application, point de départ P6. Une fois que je l'ai, je sais que je dois reporter un vecteur dont la norme fait 2,7 cm. Voilà. Et j'ai un vecteur qui s'appelle VIP6, vecteur vitesse instantanée au point P6, sur le document. Voilà les deux vecteurs vitesse instantanés correctement tracés. Quand j'ai ces deux vecteurs vitesse instantanés correctement tracés, on me demande dans la question 8 de décrire méticuleusement l'évolution constatée du vecteur vitesse instantané. Si je reprends la chronophotographie que nous venons d'étudier, pour la question 8, nous pouvons constater que le vecteur vitesse instantané du point P, donc que ce soit ici Plancton, pardon. Ce vecteur vitesse instantané au point P a le même point d'application
P. Bien sûr, P change de position, mais on applique toujours le vecteur au point de référence P, la croix que nous avons portée. A, la même direction. Verticale. A le même sens. Vers le bas. N'a pas le même nom. Entre parenthèses, il y en a un qui s'appelle vecteur instantané au point P2 sur le document versus vecteur vitesse instantanée au point P6 sur le document. Donc l'idée est la même, mais ce n'est pas exactement le même nom. N'a pas la même norme. Nous avons calculé les normes, nous avons indiqué les valeurs, donc nous n'avons pas besoin de les reciter ici. La norme augmente avec le temps. C'est ce que nous avons trouvé ici. Nous avons ainsi décrit l'intégralité des propriétés de l'évolution constatée pour le vecteur vitesse instantanée. J'ai bien fait 5 rubriques, donc j'ai bien scanné l'intégralité des propriétés d'un vecteur. Et cela met un terme à la séance de correction du jour. Cette séance peut vous paraître courte ou longue. Aussi, si vous avez un peu de temps, je vous invite vivement à vous entraîner sur l'une des autres chronophotographies et reprendre toute l'analyse que nous avons faite sur la première de ces chronophotographies. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à demain. Au revoir.